Et salut tout le monde, c'est Inferi la Team, et aujourd'hui on se retrouve pour le retour d'un concept de vidéo qui était sur mes hypothèses et théories sur Glitch Tale, qui je rappelle est une animation de Camila Cuevas. Cette vidéo m'est revenue en visionnant le trailer de l'épisode 7 et 8 de Glitch Tale, Hate et Animosity, lorsqu'une phrase a de nouveau attiré mon attention. Je préfère réserver cette théorie vers la fin de ma vidéo, en sachant que je ne vais pas uniquement parler du trailer, mais d'autres vidéos plus ou moins récentes qui porteront elles aussi sur Glitch Tale. Pour mieux comprendre les théories, je vais vous passer des extraits du trailer et de l'animation en question en y mettant des sous-titres VF. Ah, et aussi, je suis très malade, ce qui explique mon ton de voix à chier. Mais comme mon internet est pas ouf en ce moment et que comme l'a dit Camille, la première partie de l'animation sera pour le 1er décembre, il fallait bien que je me bouge le cul. Également, les dragons émotes que vous voyez ont tous été faits par ma sœur suite à ma demande pour cet épisode d'analyse. Et comme toujours, je remercierai jamais assez Blue Miao qui s'est occupé des sous-titres anglais. Et peut-être de Molreza, vu que si jamais elle a pas le temps, il aidera aussi. Tout de suite, place à l'analyse. Et pour ceux qui s'intéressent, restez jusqu'à la fin pour le best-of. Oui, je voulais juste couper vite fait cette vidéo. Bon, ma voix est sans doute un peu trop faible et un peu dégueulasse, mais je m'en excuse. C'était juste pour dire qu'au final, le best-of, il ne sera pas à la fin de la vidéo, il sera dans une autre vidéo à part, parce que sinon, j'aurais pas eu le délai suffisant pour faire cette vidéo. Ne m'en voulez pas et attendez que le best-of sorte, vous ne le regrettez pas. Allez, reprenons. Renan est mort, mais peut-être pas. Ronan ou Ronan, moi perso je dis Ronan, est un personnage qui selon moi est secondaire à l'intrigue. C'est d'après ce que j'ai bien compris, il est l'adjoint de Deshika, chef de la Dame, département anti-monstre, qui manie l'âme de la justice. Malheureusement pour lui, il a fini seulement manché dans la partie 2 de Game Over par le Kumuzila de Betty en voulant protéger son fils, comme vous allez le voir dans le tout premier extrait. On le voit donc au sol, puis dans la prochaine image, on constate qu'Undyne le protège. Mais est-il encore en vie? A priori, oui, il est encore, mais dans le premier extrait du trailer, on verra rapidement que ses forces le quittent. Dans l'extrait, il dit à Undyne de prendre soin de son fils car il est tout pour lui, juste avant que son fils ne crie « Non !» comme pour signaler au spectateur qu'il est mort. Mais pourtant, je continue de croire qu'il ne l'est peut-être pas. En effet, un autre extrait très court nous contredit tous sur cette mort précipitée. Comme certains ont eu le temps de le voir, les doigts de Ronan ont bougé, ce qui pourrait nous faire croire qu'il est encore en vie, et que par conséquent, il était simplement inconscient. Après tout, dans l'adrénaline et la peur, on peut facilement faire l'hypothèse, par déduction rapide, et qu'il aurait donc dit à Undyne de protéger son fils car il pensait ne pas survivre. Tout ceci pourrait être vrai comme faux, car selon l'interprétation des personnes, les doigts qui bougent pourraient aussi montrer son trépas. Même si personnellement, les doigts se sont recroquevillés et non ouverts, ce qui laisse croire que Ronan reviendra combattre, malgré ses blessures mortelles. Évidemment, je ne sais pas s'il reviendra dans l'épisode 7 ou le 8, mais je pense que pour le suspense, Camille fera revenir dans le 8ème épisode. Mais bien sûr, je peux me tromper. La résolution d'Undyne. Undyne, grande puissance chez les monstres avec Gaster et Azriel, immortelle et sans faille, a pourtant perdu une bataille. À la suite d'une ruse de Betty dans l'épisode 3 de la saison 2, Do or Die, cette dernière est tentée par un acte irréparable que vous constaterez dans cet extrait. Comme vous l'avez vu, Undyne était sous l'influence de la peur de Betty, l'une de ses facultés qui donne des hallucinations effrayantes à leurs victimes.
faculté que l'on ne voit plus d'ailleurs. On remarque facilement quelqu'un qui est sous l'influence de cette magie car les pupilles deviennent roses. Bien que les pupilles roses signifient aussi être contrôlées mentalement par Betty grâce à la haine. Par ailleurs, cette influence a fait croire à Undyne qu'Alphys, sa bien-aimée, était en danger, alors qu'en réalité, cette dernière était gravement blessée par Betty, qui par sa ruse, a forcé Undyne à l'attaquer pour que sa lance transperce l'âme d'Alphys pour la briser. À cause de cela, elle sera hantée par ce traumatisme qui lui empêchera de se battre correctement, surtout face aux mini-Kumu qui ont envahi la ville. Maintenant, je vais vous montrer tous les extraits où Undyne s'est stoppé dans son attaque à cause de ce traumatisme, avant de vous parler du sujet principal de cette partie. À 2 reprises, elle n'a pas pu attaquer, ce qui m'amène au nouveau extrait du trailer qui joindront l'explication de sa résolution selon moi. Il n'y a pas eu d'attaque dans cet extrait, alors je pense qu'en réalité, le sang sur elle est celui de Ronan, lui rappelant la mort involontaire d'Alphys. C'est alors que selon moi, elle se remettrait en question. Elle se demande sûrement, est-ce que c'était vraiment ma faute? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Comment arranger la situation? Et bien plus, j'imagine. Et grâce à ce laps de temps, où elle se remet en question, elle prend une décision qui s'affirmera par l'autre extrait du trailer qui joint ma théorie. Undyne se tient désormais en haut d'un building, prenant une profonde inspiration, avant de refaire apparaître sa lance de détermination prête à se battre. Elle aura donc choisi de combattre, laissant de se compter son traumatisme pour prêter main forte à tous les combattants encore en vie. Il se pourrait que cette résolution soit prise dans le 8e épisode que dans le 7e, mais rien n'est sûr. Par ailleurs, je pense qu'elle affrontera le Kupuzilla de Betty pour protéger l'école et qu'elle gagnera. Si ce n'est pas le cas, elle gagnera du temps au moins jusqu'à ce que Betty soit vaincue. Je fais peut-être des pronostics trop hâtifs, moi. Les émotions de Gaster. Je veux bien entendu parler de Gaster, l'un des boss monsters le plus puissants avec Undyne et Azriel. Ce dernier a livré de nombreuses batailles, que ce soit dans la saison 1 de Glitch Tale ou dans la saison 2, où il souffre désormais de troubles de la santé mentale. Comment ça, vous ne saviez pas? Regardez l'extrait du trailer avant d'écouter mes explications. Rien qu'en regardant son visage ou l'état du barreau qu'il a tordu facilement, on voit qu'il ne va pas bien. C'est même évident suite à tous les événements qui lui sont arrivés. Il a d'abord perdu Sans à cause de Betty qui était en alliance avec Jessica, qui à cause de ça causa une embrouille entre lui et Jessica. Puis il y a eu le retour de Sans suite au premier gros affrontement entre Frisk et Betty, qui grâce à l'amour fraternel de Papyrus, reprend ses esprits. Mais comme son âme était quasiment vidée de son énergie, il est entre la vie et la mort. À cause de cela, l'état mourant de Sans empiète sur la santé mentale de Gaster, qui devient fou à ne plus endormir, voulant trouver le moyen de le ramener, mais en vain. Il n'a fait qu'aggraver sa situation, contraignant Sans à une mort lente. Puis il arrive enfin à se réconcilier avec Jessica, qui avait causé la perte de Sans, en lui pardonnant tous ses actes, mais cette dernière se sacrifie juste après pour lui sauver la vie. On ne va pas se le cacher, avec tous ces éléments à la suite qui s'enchaînent, je me doute que très peu ressortent sans de graves dommages mentaux. Et lui, on a beaucoup sur la conscience à cause de tout cela. Le pauvre n'est plus du tout dans son état, et il se pourrait bien qu'il perde de nouveau le contrôle de lui en combat à cause des événements qui lui ont causé un traumatisme. Comme quand il a attaqué Papyrus en croyant qu'il s'agissait de Betty, alors qu'il voulait simplement l'aider. En toute franchise, cette partie-là n'avait pas de vrai but précis comparé à celle qui va suivre. Mais plutôt parce qu'il fallait que je parle de lui correctement dans une partie qui lui est propre, au lieu de le sauter ou de bâcler les explications dans un constat global. Aussi, il se pourrait qu'il rejoigne le combat dans l'épisode 7, mais pas au meilleur de sa forme suite à ses émotions qui s'entrechoquent à chaque instant. La situation de Sans. Voici enfin la partie qui aurait dû être LA grosse théorie de cette vidéo. C'est également celle qui m'a donné envie de reprendre le concept. Malheureusement, j'ai trouvé un meilleur sujet, beaucoup plus complexe. Cette partie va donc parler de Sans, ou du moins de sa situation actuelle dans l'animation. Petit récap rapide,
Il est mort tué par Betty pour protéger Azriel, puis il revient à la vie grâce à Betty, mais mourant de nombreux épisodes plus tard, où il est actuellement inconscient. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on le revoit à la toute fin du trailer que vous allez voir. Ce dernier se réveille sans trop comprendre ce qui lui arrive, avant de voir la seringue de détermination que Gaster lui a injectée pour le sauver. Ce dernier comprend alors une chose, puis part ouvrir Papyrus pour peut-être lui annoncer un moyen de battre Betty, ou qu'il a une information capitale, mais non, il n'y a pas plus d'infos sur leur discussion, mis à part une seule phrase. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Cette phrase, qui a peut-être permis à certains de voir où je voulais en venir, signifie une seule chose. Sans va malheureusement mourir encore une fois et de manière définitive. Et oui, comme il le dit, son temps est compté. C'est qu'il est donc conscient que son réveil grâce à la DT ne lui donne que très peu de temps. Également, comme l'avait dit Gaster dans l'un des épisodes, il est possible de régénérer le corps d'un monstre grâce à son âme. Mais comme celle de Sans est presque vide, il est donc impossible pour lui de revenir définitivement. Pour ceux qui ne comprennent pas, le corps d'un monstre est magique, tout comme leurs âmes. C'est ce qui explique pourquoi il est possible de régénérer leur corps si l'âme n'est pas détruite. Pour la faire courte, RIP Sans. Si jamais, je remets l'extrait de l'explication de Gaster concernant la régénération des corps des monstres, juste là, maintenant. Cette fois-ci, je n'ai aucune idée de quand il va apparaître. Que ce soit dans le 7e ou le 8e épisode, je n'en ai aucune idée. Par ailleurs, je suppose que dans son inconscient, il a gardé une trace de Frisk dans sa mémoire. Bien que cela paraît impossible et improbable, j'ai tout de même le droit de rêver à l'improbable. Le retour d'Azriel? Cette théorie, ou plutôt cette analyse, est vraiment la plus grosse hypothèse de cette vidéo que j'ai pu trouver. Elle a parlé d'Azriel, mais c'est bien plus particulier que tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Pour commencer, je vais vous montrer deux extraits du trailer que j'aurai au préalable réunis en une seule pour pas que ce soit trop incohérent. Regardez bien, ça va aller très vite. Comme on peut le voir, dans un premier temps, Azrael regarde son collier, ne comprenant pas ce qui se passe, puis ensuite repense à une scène qui s'est produite dans la fin de la saison 1 de Glitch Tale. En temps normal, j'aurais plutôt mis des images de la scène au lieu de mettre un extrait de l'ancienne saison. Mais là, pour que vous compreniez mieux, je n'ai pas d'autre choix que de mettre cet extrait-là. Donc place à l'extrait! Comme vous le voyez, Kara était sous l'emprise de la haine à cause de cela. Il ou elle, moi je dirais il, alors la fanbase ne me tuez pas, a brisé le médaillon qu'Azrael lui avait offert. Kara a également fait une chose qui changea tout ce qui va se produire dans l'épisode 7, ce qui m'amène à un autre extrait, mais cette fois-ci de la partie 1 de Game Over.
dès cet instant, il changea le cours du temps, modifiant une importante scène du trailer que vous allez revoir. Azriel repense à la scène où Kara avait cassé le médaillon qu'il lui avait offert. Or, il remarque qu'il a le sien et que lui aussi porte son médaillon. Mais cette scène-là a été modifiée par Kara suite à sa volonté, qui grâce à la détermination, lui permit d'avoir 2 médaillons dans la même temporalité, alors que ça n'aurait jamais dû arriver. Et vous savez ce que ça veut dire? Kara a créé un paradoxe temporel. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, voici la définition du wiki. Un paradoxe est une proposition qui contient ou semble contenir une contradiction logique, ou un raisonnement qui, bien que sans faille apparente, aboutit à une absurdité, ou encore une situation qui contredit l'intuition commune. Oui, ça paraît pas très logique, pourtant c'est exactement ce qui s'est passé. Je m'explique. Dans la saison 1, Kara brise le médaillon sous les yeux d'Azriel. Les années passent et lors de leur affrontement, Azzy, sous le contrôle de la haine de Betty, se souvient de cet acte qui, à cause de cela, l'empêche d'être libéré, tout comme Sat, sauf qu'il tue Kara. Le jeune monstre n'avait pas pris son médaillon lors de cet affrontement, ce qui clôture la première timeline. La deuxième timeline, donc, Kara modifie le temps en posant le médaillon sur la commode et pas dans le tiroir. Azriel se réveille et prend le médaillon qui est posé sur la commode. À ce moment-là, le paradoxe démarre, et lorsqu'ils reviendront à s'affronter, il aura son médaillon et Kara aura également le sien. Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Azriel, qui, pour ceux qui connaissent bien Undertale, savent qu'il avait autrefois en tant que Flowey la capacité de reset, et que par conséquent, l'acte de la destruction du collier est toujours présent dans sa mémoire, qui est comme corrompu, ne sachant pas le vrai du faux, comme dans cet extrait de la définition qui dit « une situation qui contredit l'intuition commune ». Mais ça peut aussi être autre chose, comme quoi Azriel se souvient de la première timeline où son collier fut détruit, mais que le changement de l'espace-temps lui embrouille la mémoire, le conduisant à cet état d'incertitude. Bien évidemment, les possibilités sont nombreuses, mais le paradoxe est bien présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai mal à la tête rien qu'en essayant d'expliquer tout ça. Aussi, je voulais vous dire qu'au début, je pensais que le paradoxe était lié à Frisk, mais en y repensant et en y regardant bien, il n'a rien à voir avec le paradoxe. Même si je pense que l'échange de rôle entre Kara et Frisk est toujours présent dans la conscience d'Azriel, et que j'imagine qu'il sait encore que Frisk existe, ou du moins qu'il a existé. Oui, je sais que je rêve, mais j'ai bien le droit d'espérer que ce que je dis c'est vrai, non? Honnêtement, je suis sûre que l'épisode 7 qui s'appelle 8 va faire référence à Azriel, vu qu'au moment où j'écris le script de cette vidéo, Camila Cuevas a sorti un post rappelant la date de sortie de l'épisode 7 avec en avant-première la miniature. Et que voit-on sur la miniature? Azriel. Et c'est justement pour cela que cet épisode va peut-être beaucoup parler de lui, et de sa potentielle reprise de conscience grâce à tout ce qu'a fait Kara. Mais cela va être compliqué pour lui à cause de la haine de revenir à lui, mais aussi qu'il ne sait plus si le collier a vraiment été brisé en fin de compte. Un épisode bien poignant comme on les aime, avec une touche émotionnelle bien dosée. Et du sel pour mon pauvre esprit. Sniff. Constat global. À présent que les grosses théories et hypothèses sont finies, je vais vous faire une petite analyse rapide de certains points qui n'ont pas été abordés. Premièrement, dans un post de Camille, elle nous a prévenu que le level design de l'animation a été beaucoup modifié. Ce n'est pas plus mal puisque je trouve que c'est même beaucoup mieux aussi. Elle nous garantit aussi beaucoup de scènes de fight et ça c'est cool. J'ai remarqué aussi une petite chose. Bon, c'est pas trop gênant, mais c'est à propos de Ronan. Dans les épisodes précédents, on le voit avec des triangles jaunes sur le t-shirt. Puis après, pouf, plus rien. Genre là, on aurait dû les voir. Mais non. Je n'ai aucune idée de si c'est fait exprès, mais il fallait que j'en parle. Dans cette partie-là du trailer, on voit un nain se défendre contre quelque chose, puis il verse une larme. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être qu'elle n'a pas pu tenir la promesse faite à Ronan, ou alors qu'elle pense ne pas s'en sortir. Honnêtement, ça n'a pas de sens, mais bon, il y a une scène comme ça. J'ai remarqué que l'on voit beaucoup Rave dans le trailer. On sait qu'il a un lien de parenté avec Jessica, bien que j'ignore lequel, et qu'il est à l'origine de la création des armes magiques de la dame. Ce dernier dit, dans les épisodes précédents, posséder une arme puissante pour détruire Betty, mais Jessica lui avait dit non car c'était beaucoup trop dangereux. Au final, avant de mourir, elle lui a donné son feu vert pour l'utiliser. On ne sait pas du tout quel type d'arme c'est. Moi je dis que c'est un gros canon à laser magique. Et d'ailleurs, on le voit agir de différentes manières. D'abord, il constate effrayé depuis sa base Kubuzilla qui détruit la ville tenant une sorte de tank.
Dans une autre scène, on le voit à l'intérieur d'un bâtiment, le regard horrifié. Ou je pense qu'à ce moment-là, il vient d'apprendre la mort de Jessica, ou qu'il vient d'apprendre l'apparition du Kumuzilla. Dans la dernière scène, il est comme stressé, comme on le voit par les gouttes sur son visage. Il a les bras tendus comme s'il avait cogné ou qu'il s'appuie contre un mur. Dès cet instant, il semble se remettre en question. Mais ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il va bien faire dans les épisodes qui vont suivre? Évidemment, il y avait une autre scène avec lui, mais il parlait avec Gaster pour proposer d'envoyer des renforts avec lui, et il refuse. Vers la moitié du trailer, on revoit Papyrus. Il est au sol et semble reprendre conscience, ce qui est une bonne nouvelle puisque j'ai cru qu'il était mort. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, il a carrément explosé la maison à coups de blaster pour sécuriser la maison. C'était surtout pour protéger son frère et rester en vie, mais sauf que la maison, il n'y a plus de maison. Vers la fin d'animation cette fois-ci, je veux juste dire que pour ceux qui n'auraient pas fait attention, on voit un éclair d'Azriel. Si on ralentit cet extrait, on voit un éclair tomber du ciel avant de créer des volutes de fumée dues à l'explosion heurtant le sol. Ça n'avait rien d'intéressant que je le dise, mais j'avais envie de le signaler. Pour la fin de l'analyse, je voudrais reparler de la scène de Sans à la toute fin du trailer. J'ai remarqué que lorsqu'il parle à son frère Papyrus, la scène était comme plongée dans le noir auquel seul le texte était visible. Alors, je pense que c'est peut-être pour ne pas trop nous en montrer, ou alors que c'est un tout nouveau concept pour des scènes de son animation, qui sait. Camille nous réserve encore bien des surprises, ça je n'en doute pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces théories et hypothèses farfelues? Pensez-vous qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses? Pensez-vous aussi que tous mes pronostics et analyses vont être corrects? Voire peut-être pensez-vous autre chose de tout cela? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je tiens à dire que je me suis beaucoup plus appliquée pour cette vidéo en voulant faire mieux que l'ancienne. Même si j'ai plus l'impression d'avoir lu une histoire tellement que mon script Word, c'était des pavés de texte, soit 12 pages Word. Si cela vous intéresse, la première vidéo de ce genre est dans la description, tout comme les liens de toutes les vidéos qui ont servi à faire cette vidéo. C'était Dragon Fear Dream Team, bye tout le monde!